Donc pour aller très rapidement à l'essentiel, merci aussi à tous d'être présents, à la fois ceux qui sont libérés en distanciel et ceux qui sont venus nous voir pour partager ce moment avec nous. L'objectif de cet atelier, atelier technique, hein, se veut un moment d'échange justement qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire tout au long de l'année ou justement chez vous directement chez les clients. Ça permet aussi d'être le plus interactif possible. En tout cas, c'est l'objectif de rassembler différents contextes, différentes entreprises. N'hésitez pas justement à ce que ce moment d'échange soit participatif. Nous allons pas être. Alors, on a un support, on va vous présenter certaines choses, mais si à un moment donné vous avez une simple question ou remarque, n'hésitez pas. C'est vraiment l'objectif. Donc, le thème en effet du jour, c'est l'EDR. Pourquoi l'EDR? Parce que ça fait suite, en tout cas dans la thématique ou les thématiques qu'on fait sur ces ateliers initiés l'année dernière par Frédérico. La sécurité était un thème le plus souhaité ou le plus attendu des clients quand on a fait justement ce questionnement et ce sondage. Dans la sécurité, on a justement un outil qui est une des questions qui reviennent très très souvent chez les clients, c'est cette thématique de l'EDR. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu ce que c'est, de répondre à vos questions qui, encore une fois, hein, qui reviennent très très souvent quand on vous voit ou quand on vous a au téléphone. Et puis on ouvrira peut-être un petit peu plus justement le sujet sur la partie SOC. Alors je sais, ça fait beaucoup d'acronymes. Nous allons essayer justement déjà de les expliciter et ensuite de les détailler. On terminera par une démonstration pour que vous puissiez aussi justement visualiser et pas rester sur un peu, je dirais, votre fin avec des échanges purement théoriques. J'ai oublié, pardon, de présenter aussi Anthony, donc qui est avec moi. Pour ceux, de toute façon, je pense que tout le monde, enfin, vous me connaissez presque ou moins de nom. Donc, j'aurais aussi pu commencer par les présentations. Je suis en effet Romain Métayer, et donc je suis le responsable cybersécurité chez Novancy. Je suis accompagné d'Anthony aujourd'hui, Anthony Le Chevalier, qui est expert sécurité dans l'équipe. Donc, très rapidement pour la partie EDR et présentation. Alors, je regarde en même temps, hein, je suis si vous avez des questions. Je crois que pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ok. Mais n'hésitez pas, on suit. Et puis Carole, n'hésite pas à me dire si j'ai loupé une question en temps réel. Comme ça, on peut rebondir rapidement. Donc, qu'est-ce qu'un EDR? Un EDR, donc, c'est, comme je disais, c'est un acronyme, Endpoint Detection and Response. Donc, pour le franciser, entre guillemets, donc c'est un outil qui s'installe sur les postes de travail et les serveurs, en tout cas sur les périphériques, et qui a pour objectif justement d'aider à la détection des menaces et à la réponse. Donc, souvent, on parle d'EDR quand on parle de ransomware, parce que c'est quand même la menace la plus connue et la plus répandue, en tout cas, sur l'actualité des 2-3 dernières années. Et donc, c'est un outil qui vient compléter justement les autres outils qui sont présents sur le réseau, sur l'infrastructure et notamment sur les périphériques. Pourquoi on parle de détection? L'objectif, c'est de détecter les comportements suspects. Qu'est-ce qu'on entend par un comportement suspect? C'est-à-dire un comportement que fait un utilisateur ou qui est fait sur un poste utilisateur et qui n'a pas vocation à être fait. Des tâches d'administration, des recensements ou des scans sur le réseau. C'est tout un ensemble d'actions qui vont être potentiellement mal intentionnées ou en tout cas qui vont poser question et qui vont t'aider justement à détecter ces comportements souvent malveillants. Donc c'est un outil aussi, une fois grâce à ces détections et ces alertes, on en verra tout à l'heure quelques-uns, donc des capteurs, on appelle ça va aider justement à investiguer, donc chercher, après qu'on a détecté, donc c'est d'essayer d'identifier quel est ce comportement, quelle est sa source, et donc de pouvoir finalement ensuite réagir. Et on arrive justement à la rémédiation, soit par des mécanismes automatisés du produit de l'EDR, soit justement par des actions manuelles de la part d'administrateurs ou analystes de sécurité pour ce qu'on appelle endiguer une attaque et donc contenir cette menace.
Ça se matérialise par quoi? Par des kills de process, par des fermetures de programme, je pourrais rester français, pardon. On peut aussi isoler une machine si vraiment son degré de sévérité s'avère très très compromis. Donc voilà, ça va consister à ça pour éviter justement le pire dans le cadre d'une cyberattaque. Pour compléter sur qu'est-ce qu'un EDR, nous avons justement ensuite donc une des questions qui revient souvent chez les clients, mais pourquoi j'ai besoin d'un EDR? Qu'est-ce que c'est un EDR? J'ai déjà un antivirus. Alors un antivirus qu'on va appeler un antivirus classique ou traditionnel, et là justement pour que vous puissiez aussi retrouver les mêmes vocabulaires un peu partout, on s'est appuyé ni plus ni moins que sur les déclarations et définitions qui sont fournies par l'ANSSI. Donc voilà, ça permet aussi déjà je vous encourage à suivre aussi l'actualité qui est faite par cette agence nationale, puisqu'il publie assez régulièrement et de plus en plus souvent sur les menaces en cours, sur les bonnes pratiques surtout. Donc voilà, on travaille nous, très fortement avec eux et grâce à eux justement pour aussi prêcher la bonne parole, nous en tout cas en ce qui concerne sur la région et chez l'ensemble de nos clients. Cette parenthèse étant dite, pour revenir sur l'EDR et l'antivirus, donc l'antivirus traditionnel, comme on l'a connu il y a vraiment je dirais presque des décennies maintenant, s'appuyait simplement sur des contrôles de fichiers en fonction de leur identité. Donc ce qu'on appelle l'identité, c'était finalement une empreinte qui était calculée à la base d'un fichier pour savoir si ce fichier était une menace connue. Le problème de cette bibliothèque ou cette base de données, elle a beau être excessivement grande, elle n'était plus suffisante ensuite pour pouvoir détecter les menaces parce que les attaquants se sont adaptés et ont su justement à chaque fois changer la signature de leur fichier à chaque fois qu'ils changeaient de domaine ou d'environnement et de client. Donc est arrivé ensuite une amélioration de l'antivirus qui est l'antivirus next-gen, ou qu'on peut appeler maintenant aussi EPP. Souvent on entend chez tous les constructeurs la notion de EPP, donc c'est Endpoint Protection Platform. C'est l'outil qui se base sur l'antivirus et qui va inclure un peu plus de modules de sécurité autour de celui-ci. Donc au-delà de l'analyse traditionnelle, il va ajouter comme une certaine analyse comportementale qui est justement de comprendre finalement les mécanismes et les scripts potentiellement qui sont exécutés sur une machine, et d'autres modules de sécurité dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui ont pour but justement d'augmenter le niveau de sécurité sur un poste de travail en périphérique, qui peut être le contrôle des ports USB, qui peut être le filtrage web lorsque justement on est en situation de nomadisme, et d'avoir une politique de sécurité qui est aussi bonne quand on est à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, voilà, une fois qu'on a défini ça, donc voilà l'antivirus, ce que c'est, mais ça ne fait pas tout. Comme on dit, il y a ce qu'on appelle maintenant, je disais encore une fois, les attaquants se renouvellent en permanence, et ils détectent toujours de nouvelles vulnérabilités ou de nouvelles méthodes d'attaque. Et donc l'antivirus n'est pas suffisant. C'est ce qui permet justement d'introduire la notion d'EDR. Et du coup, j'insiste sur aussi une des questions qu'on nous a posées. Est-ce que l'EDR remplace l'antivirus? Non. Il est un outil complémentaire qui va venir justement comprendre les différentes traces ou différentes actions qui sont faites sur un poste de travail ou sur un serveur, de manière à donner des indicateurs, à déclencher des capteurs qui vont nous donner des alertes. Donc ces alertes-là vont justement remonter des points d'attention sur des actions qui sont parfois pas mal intentionnées, mais qui peuvent être suspectes. C'est là justement qu'il y a un intérêt justement à suivre ces alertes-là, ou justement vraiment d'avoir ce qu'on appelle des vrais positifs, contrario des faux positifs, des vraies alertes, parce que c'est des comportements mal intentionnés et malicieux sur les postes de travail ou les serveurs. Ce qui amène justement à finir par cette phrase-là, qui est un EDR, une fois que donc, on a posé un petit peu tous ces postulats-là, vous l'avez compris, ça génère des alertes, ça génère des faux positifs, ça génère des vraies alertes, donc il faut les suivre. C'est un peu comme un antivirus aujourd'hui, vous l'avez, il vous faut suivre au quotidien les alertes que vous remonte l'antivirus, parce qu'il y a un virus qui a été peut-être détecté. L'antivirus, le plus souvent, c'est vrai, nettoie automatiquement, mais c'est quand même bien d'avoir ce reporting et cette action manuelle d'aller vérifier sur le poste si maintenant la menace a bien été nettoyée. Jusqu'à présent, ça suffisait. Avec un EDR, ça ne suffit pas. L'EDR va remonter des alertes, mais ne va
sauf cas de compromission, comme je disais, extrême, va bloquer et isoler la machine, mais il va pouvoir quand même laisser la machine sur le réseau si c'est une compromission médium. Et donc, il va vous servir à être alerté, être en capacité et vous donner de la visibilité sur ce qui se passe sur vos machines et vos réseaux. Mais c'est là où il faut réagir. Donc, réagir, c'est pas que l'outil qui le fait. Donc, on en vient bien à la conclusion qu'un EDR sans équipe ou sans attention de votre part sur votre SI ne sert à rien. Est-ce que vous avez des questions sur ces parties-là? Justement, n'hésitez pas, je disais, l'objectif, c'est que ce soit un échange. Donc, est-ce que c'était assez clair? Est-ce que ça m'amène à d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions qui reviennent souvent? Quand tu dis sans équipe, ça veut dire sans personnes qui suivent, entre guillemets, H24 les alertes remontées, ou c'est de manière trimestrielle, hebdomadaire? Exactement. Je ne sais pas si du coup on n'entend que moi ou si on entend toutes les personnes qui sont autour de la table avec nous. Donc je répète quand même la question, c'est est-ce qu'une équipe, ça veut dire des personnes qui suivent les alertes au quotidien? Oui, c'est le cas. Alors quand on dit équipe, c'est vrai que c'est pas forcément, nous on entend équipe parce qu'on y viendra après justement. On parle d'équipe spécialiste et sécurité. C'est mieux quand ces gens-là ont la casquette parce qu'ils ont l'aptitude à mieux comprendre les alertes et du coup les tenants et les aboutissants. En tout cas, il faut des personnes qui suivent les alertes et qui sachent soit la remonter à quelqu'un de compétent, soit agir directement sur ces différentes alertes. Parce que les alertes, on le verra après justement avec Anthony, elles sont de différentes natures et il y en a qui sont très facilement ce qu'on appelle acquittables, puisqu'on va tout facilement détecter que c'est une application légitime, une application métier qui est sur un poste ou un serveur, et donc on va facilement l'ignorer, mais c'est quand même déjà une tâche à faire pour éviter qu'elle revienne tout le temps. Et puis, quand il y a une vraie action malicieuse, il faut savoir quoi faire, et donc oui, il faut des gens qui s'en fassent. Avant justement de détailler un petit peu plus ce qu'il faut faire autour de l'EDR, juste une petite parenthèse aussi sur la mise en place, parce que c'est une des questions aussi qui nous est posée, c'est comment je fais pour mettre en place maintenant un EDR? C'est bien, il m'en faut un, mais comment ça se passe? Ça peut s'apparenter à une mise en place d'un antivirus, finalement, puisqu'on est dans un outil, dans un logiciel qu'on va déployer sur l'ensemble des périphériques du poste de travail. Donc la méthodologie se veut sensiblement la même, puisque la démarche est identique. On va quand même mettre un petit point d'attention justement sur la montée en charge du déploiement d'un tel outil, parce que comme on vient de le dire, c'est que ça va remonter des alertes. Donc l'outil est là pour centraliser et collecter un certain nombre de traces sur vos postes et vos serveurs, et ces traces-là, ces actions-là, elles sont différentes chez tous les clients. Parce que vous avez des applications métiers qui sont différentes, parce que vous avez justement des usages ou des utilisations qui sont différentes, donc les capteurs vont pas forcément être les mêmes partout. D'où l'intérêt de commencer par ce qu'on appelle une phase pilote. Donc, on va identifier justement le déploiement de l'agent et de l'outil sur un échantillon du parc pour laisser justement le temps aux équipes d'intégration d'optimiser cette partie-là et justement de ce qu'on appelle gérer les faux positifs, gérer les exceptions, etc. Une fois ce travail étant fait, qui peut durer 15 jours à un grand maximum un mois, mais la moyenne c'est quand même 15 jours, 3 semaines, on peut basculer justement sur un déploiement massif parce qu'on a compris le réseau, on a compris les applications et leur usage par l'utilisateur sur l'ensemble du parc du SI et des serveurs. Donc on peut déployer massivement l'agent et puis ensuite rentrer dans ce qu'on appelle une phase de surveillance continue ou de supervision en permanence pour justement gérer ces alertes-là qui vont potentiellement venir au quotidien par rapport aux dérives qu'on va trouver justement et qui vont être détectées. S'il n'y a pas de questions, je continue. Une autre chose aussi, c'est que je parlais tout à l'heure d'acronymes. L'idée, c'était de faire, je pense que c'était le bon moment justement après avoir introduit l'EDR, c'était de parler un petit peu de SOC parce que le SOC, on entend souvent parler avec l'ANSSI, pardon, ou avec des entreprises
on va dire des grands groupes qui font partie du CAC 40 et qui ont leur propre SOC. On entend maintenant aussi parler d'entreprises qui ont, comme nous, des ESN, qui fournissent du service managé et donc qui constituent leur propre SOC. Et finalement, on s'est rendu compte que chez les clients, c'était très très flou que c'était un SOC, ce qui se cachait vraiment derrière, en quoi ça consistait. Donc ça permet un peu de faire le parallèle justement avec l'EDR qui est un outil et le SOC qui est finalement un ensemble de ressources humaines et d'outils. L'EDR, donc comme je disais, c'est un outil là du coup c'est un peu répétitif autant pour moi, mais comme je disais juste avant, c'est que c'est parfois bloquant. Il va faire un peu le travail tout seul, mais aussi bloquant dans le sens malheureusement c'est des défauts positifs, donc faut les traiter. Donc il y a une équipe derrière et des analystes qui doivent être là pour traiter ces faux positifs et autoriser les applications légitimes. Et puis les détectants, donc, comme je le dis encore une fois, il faut les traiter ces alertes et il faut agir en fonction de la gravité et de la sévérité de ces alertes-là. Donc l'outil il a destination de personnels qui sont compétents et qui ont le temps surtout aussi, parce que c'est ce qu'on a souvent vu chez les clients, c'est que c'est pas un manque de volonté de gérer un outil pareil chez la plupart des clients. Par contre, c'est un problème aussi de ressources, pas forcément de compétences, mais de temps, parce que vous, en tant que RSSI, DSI ou administrateur dans vos structures, vous avez toute l'infrastructure justement à gérer, la partie serveur, la partie stockage, le réseau, et c'est un outil qui quand même demande du temps et de l'attention. C'est un outil qui va aussi servir au RSSI, puisque justement, comme on a plus de visibilité, on augmente cette visibilité sur l'ensemble du parc du SI, et ben on va pouvoir peupler les outils du client ou les nôtres, peu importe, à destination du RSSI qui doit rendre des comptes justement au board de la direction, à savoir quel est mon niveau de sécurité sur mon réseau. C'est un élément, c'est pas la pierre angulaire non plus, mais c'est un élément important qui permet justement de donner certains chiffres et un état de situation sur son SI. Vous l'aurez compris, c'est extrêmement important. Et puis on en parlait d'ailleurs avec les gens qui étaient avec nous juste avant la réunion. Dans le cadre d'une cyberattaque, justement, ça permet à la fois donc d'essayer de l'éviter, hein, puisqu'on a plus de visibilité et puis on a plus de moyens de blocage. Et puis dans le cas où malheureusement une cyberattaque est avérée, ça permet aussi quand même d'avoir un certain nombre d'éléments pour retracer et donc investiguer dans le cadre de l'attaque avant de remédier et de reconstruire. Donc, voilà l'objectif et les usages d'un tel outil. Et donc le SOC va justement s'appuyer sur cet outil-là en partie, et pas que c'est sur cet outil-là, pour mener en fait ces missions. Le petit aparté justement sur le SOC, et on reviendra après sur la partie EDR, c'est de vous présenter justement quels sont les rôles et les missions. Donc on va appeler ça du coup, c'est vrai que ça se découpe en services au sein d'un SOC pour être pertinent et efficace. On va retrouver trois missions qui sont finalement, je dirais presque en adéquation avec les phases qu'on va retrouver sur une cyberattaque dans la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter et anticiper, détecter donc au cours d'une attaque, et puis comment réagir quand l'attaque elle est déjà là et la menace a commencé justement à se propager. En termes de prévention, donc il y a différentes missions et actions qui sont faites par les équipes d'un SOC. C'est de la vulnérabilité 0D ou la vulnérabilité critique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se tenir à jour. C'est ce qu'on fait justement aussi au quotidien, c'est de la veille. Vous l'avez peut-être vous. Alors avant ça se faisait par les flux RSS, maintenant ça se fait beaucoup par les réseaux ou par d'autres manières, mais de savoir quelle est l'actualité, quelles sont les vulnérabilités du moment, pour ensuite être en capacité de dire est-ce que mes systèmes et mes composants du SI sont potentiellement vulnérables et concernés par ces vulnérabilités-là. Ça permet justement d'appliquer ensuite des mesures correctives, par exemple des patchs ou des choses comme ça. Il y a ensuite l'évaluation des utilisateurs qui est extrêmement importante. Encore une fois, ça faisait partie d'un sujet de discussion tout à l'heure. Ça a été trop longtemps mis un petit peu de côté ou délaissé, mais ça permet justement, je disais pendant longtemps que c'était le dernier maillon de la chaîne.
comme toutes les barrières technologiques que l'on mettra ne sont pas forcément, enfin, vont pouvoir passer à un moment donné au travers, c'est l'utilisateur qui est le dernier rempart. Et donc, il ne faut pas le négliger en termes de formation et d'évaluation pour s'assurer qu'il a les moyens et il est armé pour contrer une cyberattaque. Ça peut souvent être le cas par du phishing. Et la gestion de vulnérabilité, va avec le premier cas, c'est en fonction de la veille, c'est de savoir gérer les vulnérabilités qui sont propres à son SI pour pouvoir justement appliquer une mesure corrective. Ensuite, sur la détection, il y a un certain nombre de missions justement qui sont là en plus très très complètes, mais qui sont pas exhaustives pour le coup tellement il y en a. Il y a la partie test d'intrusion, c'est de mener en fait, il en parlera tout à l'heure Anthony. Il y a des spécialistes qui sont faits pour ça dans les équipes pour justement attaquer, mais de manière volontaire et je dirais contrôlée. Ce sont des white hackers qui font partie de l'équipe et qui sont là pour justement vérifier si un vrai attaquant tente de s'introduire dans le SI, comment il ferait. Ça se fait par aussi un certain nombre de mécanismes qui sont des contrôles ponctuels sur les architectures, sur les différents composants du SI. On parle d'audit régulier, de contrôle de conformité. Donc là, voilà, vérifier que toutes les cases sont correctement cochées sur les différents modules de sécurité, d'un firewall, d'un reverse proxy, de tous les composants de notre SI. Et puis, on va s'appuyer surtout ici sur d'autres outils qui vont permettre de la collecte et de la centralisation de logs pour justement les corréler et comprendre finalement les différents cheminements qu'on va potentiellement détecter au sein du SI et qu'on peut justement, grâce à cette centralisation, mieux comprendre et mieux absorber. Là où quand on va voir des logs un peu à droite, à gauche sur les différents composants, il est difficile de comprendre vraiment un cheminement complet. Et pour la partie réaction, justement, c'est d'être en capacité, comme son nom l'indique, à réagir dans le cas où les outils et les équipes ont détecté une menace au sein du SI. Et donc là, on suit un ensemble de process. Ça fait partie des process, c'est ce qu'on appelle les fiches réflexes. Comment réagir, comment communiquer aux utilisateurs, comment communiquer à l'extérieur et comment investiguer pour comprendre finalement comment la détection a été déclenchée et comment elle a pu arriver jusque-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail de forensic, qui est une investigation approfondie. Et puis on peut mener a posteriori justement des investigations étendues quand c'est le cas parfois. Le forensic ne permet pas d'aboutir à justement le chemin complet de l'attaque sur un cas. La lutte défensive fait partie des équipes aussi, des tâches du quotidien où quand justement on a vu dans la phase de détection, il y avait les équipes de pentest ou de test d'intrusion qui font justement des tentatives, il y a aussi les personnes qui doivent détecter ça et être en capacité de réagir. Donc ça fait partie des exercices permanents au sein d'un SOC. Maintenant, vous allez me dire comment ça se compose un SOC, parce que ça, c'est les missions. Et donc, pour vous définir un petit peu plus comment c'est structuré, voilà en fait un petit organigramme du SOC. Ça s'apparente encore pour faire un petit peu des parallèles. C'est un centre de service ou un centre de support, à l'exception près que souvent on est en niveau 3 sur un centre de support. Là, on est sur du SOC, donc c'est vrai que j'ai même pas dit l'acronyme, qui est Security Operation Center, donc un centre opérationnel de sécurité. Comme son nom l'indique, on est sur de la spécialisation, on est sur de la sécurité, donc on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à un niveau 3. On est déjà dans de l'analyste au niveau 1 qui va s'assurer justement de surveiller les consoles, les différentes consoles et les différents outils. On y reviendra après justement avec l'outil EDR. Il va trier les alertes et les événements de sécurité de premier niveau qui permet justement d'écarter les faux positifs qu'on a évoqués tout à l'heure, donc les différentes applications métiers qui n'auraient pas été détectées lors de la phase d'installation ou liées finalement aussi aux différents changements, puisqu'un SI, on sait qu'il vit, donc il y a des projets, toujours des nouveaux projets, il y a de nouvelles installations, de nouvelles applications. Donc ça va faire partie justement de ces choses-là qui vont peut-être pouvoir être détectées quand le SI évolue. L'analyste niveau 1, il va gérer justement, comme je dis, les incidents de niveau mineur, on appelle ça, et puis en cas d'incident majeur, transférer ou escalader au niveau 2. Donc là, l'analyste au niveau 2 a
par définition des compétences un peu plus poussées pour pouvoir mener des investigations plus approfondies sur les différentes détections qui sont remontées, de manière à comprendre quelle est la détection. Alors une détection peut être faite très rapidement et être clôturée, je dirais, en quelques dizaines de minutes en fonction de sa nature, mais peut aussi amener à des investigations de plusieurs jours pour pouvoir justement, en fonction de ce qui est détecté, de ce qui est remonté, si c'est plusieurs PC qui sont concernés, plusieurs serveurs, est-ce que c'est qu'une seule qui est définie? Il faut essayer de comprendre avec le client comment marche son application, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le comportement de l'utilisateur qui a été parfois humain et qui a déclenché certains capteurs qui ont sonné. Donc son rôle, c'est finalement d'assurer le suivi des actions et des alertes, d'épauler du coup niveau 1 quand il y en a besoin, et puis d'améliorer au fil de l'eau finalement les process internes au SOC pour être le plus efficace possible et toujours le plus précis possible. Son rôle en cas d'événement et d'alerte très très majeur, ça va être aussi du coup d'alerter le client et de prendre contact avec lui pour dire que là, les capteurs ont sonné de manière très forte, c'est un gros gyrophare rouge et donc il faut mener des mesures un peu plus importantes qu'un simple endilement du poste concerné. Et là, on rentre dans une cellule de gestion de crise qui va au-delà du SOC. Et puis, pour chapeauter toute cette partie-là, on a le responsable qui va être là, comme son indique encore une fois, en charge d'assurer la qualité du service qui est fourni par le niveau 1 et par le niveau 2, de corriger potentiellement aussi les dysfonctionnements liés au process, aux outils ou même parfois du coup aux équipes d'analystes, de coordonner l'ensemble de ces actions-là et puis de réaliser un reporting à destination des clients qui montre justement en fait voilà les détections opérées sur son SI sur un laps de temps et qui permet au client d'être en connaissance de sa situation, est-ce que de son niveau de maturité. Est-ce que vous avez des questions sur le SOC à proprement dit? Alors je continue. Et donc pour refaire un petit focus sur le DERP, c'était quand même l'outil, le thématique du jour. Et maintenant qu'on a expliqué ça, c'est comment s'interface un DERP vraiment dans le SOC. Donc l'objectif, c'est vous l'aurez compris, hein, c'est d'installer l'outil qui sont finalement des capteurs sur l'ensemble de vos périphériques du réseau, mobile, serveur ou poste de travail, qui vont justement collecter un certain nombre d'événements système surtout, et qui sont corrélés dans justement ensuite après la partie centrale qui est tout ce qui est apprentissage automatique et intelligence artificielle, pour comprendre si justement ces attaques-là, enfin ces comportements-là font référence à des attaques connues. Et ça fait justement déclencher des alertes. Ça remonte un certain nombre de détections qui sont classées par sévérité. Souvent, on parle de 1 à 5 ou de informationnel à critique. Et en fonction justement de cette sévérité-là, il y a un classement parfois automatique, un classement manuel, d'où le travail justement des analystes qu'on a présenté juste avant dans le SOC, pour venir recatégoriser ou traiter ces alertes-là. Donc, c'est là, en l'occurrence, dans ce que nous, on fait Novancy, c'est le travail de notre SOC et des gens qui sont chez nous pour faire ce travail-là à la place le plus souvent du client, parce qu'on s'est rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, que le client n'avait pas forcément le temps pour investir sur ces sujets-là. Le SOC, il a quel âge, entre guillemets, Novancy? Il est depuis l'année dernière. En fait, pour être un peu plus précis sur la question de quand est né le SOC chez Novancy, il a été réfléchi depuis l'année dernière et en fait, on s'est surtout appuyé sur les process que vous connaissez certainement pour la plupart du centre de service et un certain nombre d'outils aussi qu'ils ont déjà, auxquels on est venu justement ajouter à la fois des ressources, mais aussi les outils propres sécurité. Donc oui, on a quand même beaucoup capitalisé sur le centre de service et ça nous a aidé à aller rapidement sur cette partie-là. Grâce au centre de service qui lui est depuis 2017-18, je sais plus, 17. Et vous segmentez par rapport à l'analyse faite de niveau 1 et de niveau 2 dans votre offre de service? Oui, exactement.
On a la possibilité si le client le souhaite, de laisser justement à sa charge l'analyste de niveau 2. Donc, on lui pousse les alertes s'il le souhaite. Et après, il investigue de son côté. Plutôt vu l'inverse. Et la plupart des clients veulent qu'on prenne tout à notre charge. Et donc, on le fait en niveau 2, justement. Exactement. Tout à fait. Du coup, il y a un lien direct avec le centre de service. Alors, si on prend des éléments en centre de service, et un SOC qui communique entre eux. Un client qui est déjà centre de service, alors après, bon, on sort un petit peu du sujet thématique technique, mais oui, pour la partie sans vouloir être trop commercial, oui, comme nous, justement, on a des équipes qui se connaissent très bien et qui sont sur le même étage, en effet, on a une facilité de discussion et d'échange pour un client qui est géré par le centre de service. Pour un client qui n'est pas géré par le centre de service, du coup, le SOC communique directement. Et là, on va y venir justement après, d'où l'intérêt d'avoir aussi identifié chez le client une personne qui est un interlocuteur privilégié ou un point d'entrée pour ces questionnements-là. Parce que du coup, merci Cédric, tu m'as permis de la transition avec la suivante, c'est que l'EDR, comme on l'a dit, c'est un outil, le SOC, c'est un ensemble de process, de ressources humaines et d'outils, mais il ne faut pas oublier que c'est qu'une partie de la cybersécurité et qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques à avoir autour de cet outil-là et puis de manière générale aussi. Si on se cantonne vraiment autour de cet outil-là, comme tu le disais Cédric, il faut quand même une certaine réactivité ou une disponibilité de la part de l'équipe SI chez le client pour être capable de répondre rapidement à un questionnement, une interrogation qui est faite par l'analyste, de savoir quel est le poste ou le rôle d'un utilisateur à qui est affecté un poste de travail sur lequel il y a eu tel ou tel événement de déclenché. C'est ce qui va permettre vraiment, et cet échange est extrêmement important, et il doit être fluide pour pouvoir traiter rapidement les alertes et ensuite aussi être efficace sur une éventuelle rémédiation. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à renforcer aussi la sécurité, comme je disais, donc garder l'antivirus, garder les bonnes habitudes de mise à jour des postes de travail et des serveurs. Voilà, c'est un ensemble de mesures aussi qui vont vous aider à aller augmenter la maturité de sécurité sur votre SI. Mais il ne faut pas se faire un focus uniquement sur un axe ou un autre. Et j'en ai fini parce que sinon je vais pas laisser le temps de parole à Anthony. Je pourrais parler des heures, veuillez m'excuser si je suis bavard. Donc voilà, l'idée c'est, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et on enchaîne avec la démonstration pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un EDR aussi, comment c'est géré et quelles sont finalement aussi les actions que peut entreprendre un analyste face à ces consoles. Bon, c'est parti du coup. Pas beaucoup de temps, on va essayer de faire ça correctement. Un quart d'heure. Un quart d'heure, bon, ça devrait aller. Avec les questions après. Voilà. On est disponible jusqu'à 15h, 14h45 si vous voulez. Je vais regarder ton poste. Donc du coup, l'idée, ça va être de parler un petit peu de technique pure, on va dire, sans rentrer trop dans le détail, parce que le but, c'est pas de faire une démonstration de pentest et de voir finalement comment va réagir un EDR. Nous, on va vous présenter un petit peu la solution qu'on a choisie chez Novancy, à savoir WithSecure. Donc, voir un peu justement comment fonctionne un EDR, les différents process qu'on va retrouver, l'analyse, comment on travaille en attaquant. Voilà. Ça va vraiment être le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu justement comment on peut lire des logs, plus ou moins, en fonction du produit qui a été choisi. Ouais. Donc aujourd'hui sur le marché, on a plusieurs marques qui font cette notion, enfin qui jouent avec la notion d'EDR. On va avoir du Kaspersky, Sophos, Arfanglab, WithSecure, Trend Micro. Il faut savoir que tous aujourd'hui travaillent autour d'un framework qui a été publié par une autorité, enfin par une entreprise américaine qui est le MITRE. Donc on en reparlera après. Où justement aujourd'hui on a deux frameworks qui sont disponibles, le côté attaque et le côté défense. Alors pourquoi on a deux frameworks? Parce que généralement dans les entreprises qui sont très sensibilisées à la sécurité, notamment dans les grands comptes ou les entreprises spécialisées, on va avoir la notion de Red Team, Blue Team et de Purple Team. Le côté Red Team, ça va vraiment être le côté attaque. Donc on va avoir du pen test. Donc, typiquement, ça va être des pirates ou des personnes, des white hackers, comme l'a dit tout à l'heure Romain, qui vont devoir qui vont tester votre système informatique. On retrouve quand même la notion de Blue Team pour le côté défense.
où justement on va avoir tout un listing de bonnes pratiques. Est-ce que je sais pas, j'ai bien un suivi de mes logs, ce genre de choses. Est-ce que j'ai une console qui supervise l'activité de mon réseau? Voilà, tout ça, ce sont des solutions que doit justement contenir la Blue Team. Et entre deux, on a la Purple Team qui fait un peu du Red et du Blue. Pour moi, c'était important de vous parler de ces trois teams. Pourquoi? Parce que justement, donc le framework qu'utilisent aujourd'hui donc les différentes marques sur le marché. Donc désolé, c'est illisible hein, au niveau, c'est un JPEG. Hein, je suis vraiment désolé. L'objectif, c'est pas de passer toutes Voilà, les colonnes, on va pas toutes les passer cases. sur toutes les colonnes, toutes les cases, mais on va surtout parler du framework attack, donc celui pour lequel justement chaque constructeur est en mesure, en fonction de l'attaque qui a été utilisée par un pirate, attribuer un ID. Donc chacune des colonnes de ce framework finalement représente une tactique d'attaque, et dans chacune de ces tactiques, on va avoir donc plusieurs sous-catégories qui correspondent finalement à des techniques d'attaque. Donc, on va quand même parcourir ces 12 colonnes parce que vous allez voir après, avec l'outil WeaveSecure, même d'autres solutions, hein, Carbon Black, Sophos, voilà, on remonte justement quelle est la technique qui a été utilisée par l'attaquant. Donc, alors, je ne sais pas si on peut zoomer sur la présentation, je ne suis pas sûr. Non, il faut que je passe en mode, En mode normal, ouais, juste pour voir. Juste zoomer un tout petit peu sur les colonnes. Voilà, encore. On va commencer par les premières. Voilà. Parfait. Donc, la première tactique, généralement, c'est la plus connue. C'est comment je peux récupérer un accès sur le système informatique. Vous connaissez tous, généralement, l'attaque la plus ciblée, c'est le phishing. On en a parlé ce midi en déjeunant ensemble. Ensuite, le but, on a d'autres tactiques. Typiquement, l'exécution, ça va être le fait de lancer un programme malveillant, voire pour ceux qui ont, entre guillemets, j'espère que c'est pas trop votre cas, mais qui ont subi des attaques de ransomware, généralement, on va avoir des tâches planifiées qui vont être exécutées sur les serveurs. Et le but, c'est justement d'avoir l'exécution automatique de programmes, de se créer une persistance, donc de garder un accès sur le système, tout en, on va dire, récupérer des comptes d'administration. Donc, ce sont ces trois colonnes que l'on retrouve, donc l'exécution, la persistance et l'escalade de privilèges. Trois tactiques qui sont vraiment connues. Ensuite, on a la tactique de la défense evasion. Donc, typiquement, c'est plus on va dire, une tactique de blue team. C'est, en corrélation avec la blue team, c'est comment je peux attaquer une entreprise sans vraiment me faire, entre guillemets, attraper. Typiquement, si je prends le cas d'un Nmap, un scan de port, aujourd'hui, quelqu'un on va dire, de débutant, on va dire, va lancer un scan, va se faire facilement attraper, alors qu'une personne qui a un petit peu de connaissance sur le scan de port, il existe quand même des options où on peut passer en mode silencieux, on réduit le nombre d'attaques, et donc du coup, on peut passer outre certaines solutions qui vont superviser justement donc l'analyse du réseau. Le credential access, comme on pouvait le voir, on a la notion de brute force. Donc, c'est le fait de casser des mots de passe, casser des comptes. Donc, ça, c'est pareil, c'est très connu. Le discovery, donc on va faire du scan purement de la découverte du réseau. Donc là, on retrouve quelques techniques, hein, c'est pareil. Password policy discovery. On va regarder justement si pour faire du brute force, est-ce que le client, enfin, est-ce que l'entreprise cible a bien cette politique de gestion des mots de passe sécurisés avec les 8 caractères, ce genre de choses. Ça va vraiment après permettre d'orienter la notion de brute force. Ce qui est très connu généralement aussi dans l'attaque de ransomware, c'est les attaques latérales. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter juste à un poste sur lequel on est rentré. Le but, c'est d'aller jusqu'au serveur, donner des accès supplémentaires et puis après regarder si on a accès au réseau voisin et puis voir si justement est-ce que ce compte est vraiment admin de l'ensemble des postes. Voilà, ce sont vraiment des attaques latérales que l'on peut retrouver ici justement. La partie collection, donc là ça peut faire très peur, c'est le fait de collecter de la donnée. Aujourd'hui typiquement, j'ai déjà vu le cas, des personnes qui avaient des solutions de VoIP, s'ils n'avaient pas le protocole de chiffré, avec un simple Wireshark, on prend la trame et on peut rejouer la partie audio de la conversation téléphonique. Voilà. Donc ça, généralement, on retrouve ça avec des passerelles VoIP qui sont installées chez les clients. C'est un peu plus compliqué avec du link parce que forcément, il y a du HTTPS. Mais typiquement, on peut avoir ce genre de résultat très facilement. Et puis, c'est pas non plus très compliqué à faire.
L'exfiltration, donc, enfin, le command and control, pardon, excusez-moi. Donc, c'est une tactique qui permet justement, une fois qu'on est rentré sur le service, c'est comment je fais pour garder la main constamment sur un système. Donc, typiquement, on va avoir donc l'usage de proxy, l'usage de web services, donc du RD web, hein, par exemple, ou alors du remote access software. On a déjà vu des pirates qui récupéraient la main via des TeamViewer dès lors que la personne lançait même un RD web, ça lançait un pop-up sur le pirate, enfin, chez le pirate, et ça nous permet de garder la main via ce mécanisme. L'exfiltration, donc dans un ancien job où j'étais chez Sanofi, malheureusement, il y a quelques années, ils ont eu le verre Stuxnet, qui était très connu des milieux industriels. C'était typiquement pour faire du vol de données. Donc, c'est l'exfiltration de données. C'est, entre guillemets, attaquer le client pour récupérer des données de manière confidentielle. Là, en l'occurrence, c'était des brevets pharmaceutiques qui étaient présents sur les chaînes de production. Et enfin, donc, le dernier tactique, c'est l'impact. On va dire que c'est le point final, c'est destruction de données, destruction de services, enfin destruction de systèmes informatiques. Voilà, donc c'est vraiment le dernier point. Donc toutes ces tactiques, en fait, elles sont importantes pour un analyste parce que finalement, quand on va prendre un outil EDR, on va avoir donc quel est l'ID utilisé par le MITRE, qui a été du coup sélectionné par l'attaque. Et ça permet vraiment à l'analyste de finalement de se faire une petite cartographie, de faire un suivi. Voilà, je vois que, mettons, le pirate est passé dans un premier temps par du phishing. Ensuite, il a rebondi sur une machine. Donc, du coup, il s'est fait la création de compte d'admin, l'escalation de privilèges. On est capable de colorier, entre guillemets, ces cases. Et à la fin, on voit vraiment le suivi de comment a travaillé le pirate. Je vais essayer de vous présenter. Donc, il faut que je vois quand je peux récupérer la main. Que ça permet, juste pour compléter ce que disait Anthony, ça permet surtout aussi, dans le cadre d'investigation, d'identifier justement des groupes de cybercriminels qui ont souvent de leur propre méthode. Et donc, en fonction de chaque phase et du coloriage, comme tu disais, et du chemin entre les différentes colonnes, on sait facilement identifier un Logbit ou un Thanos ou un autre. Avant, c'était les WannaCry, etc. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir cette information-là. L'écran, sinon ou pas? Je vais voir si je peux pas faire présenter. Parce que je peux Si tu es intervenant, tu peux présenter. Comment ça marche? Moi, je suis pas. Comme ça, afficher l'écran. Montrer mon écran? Ouais, c'est ça. Alors, par contre, du coup, il faut que tu prennes ça. Ouais. Ah oui. Hop. Donc, je sais pas si. Tu vois? Voilà. Oui, alors par contre, comment je fais pour faire ça? Voilà. Là. Ok, je suis pas familiarisé avec la solution, désolé. Donc là, je vais vous présenter un petit peu justement, je suis plutôt Teams, GoToMeeting, c'est pas familier. Plutôt EDR. Voilà. Voilà, donc on va essayer de voir donc justement avec la solution WithSecure comment un attaquant, on va dire, a matché certaines catégories. Donc là, on a du coup, c'est des logs qu'on a chez nous en interne. Voilà, on s'est amusé avec la solution. Donc, on a plusieurs relevés d'informations qui sont dans la console. On va aussi, on fera une passe quand on a benchmarké. Donc, on a été un peu plus loin dans les tests. On a utilisé des suites dédiées à du pentest, du Kali Linux, du Caldera, ce genre de choses qui sont des produits vraiment destinés à tester les solutions, les entreprises, systèmes informatiques plutôt. Donc là, on va voir qu'il y a quand même des informations qui sont remontées, différents types d'attaques. Donc si je prends, donc ça sera plus pour M. Bergogneau, juste pour comprendre facilement le cheminement d'une attaque. Je prends que j'avais compris ce matin, c'était pas mal. J'en avais une ce matin. Non, c'est celle-ci. Voilà. Donc typiquement, pour nous, ce qui est intéressant dans ce genre d'analyse de log, finalement, c'est par où est passé l'attaquant, plutôt, je veux dire. Donc là, si je prends le poste desktop EVK, là, par exemple, donc l'attaque a commencé par justement lancement d'un Explorer.exe. On a lancé un CMD. Dans ce CMD, donc finalement, on voit donc les différents, on va dire, cheminements d'exécution. Donc là, on retrouve bien donc la ligne de commande qui a été tapée sur le CMD. On appelle un point bat. Hein.
classique. En fait, ce qui a alerté l'EDR, c'est pas le fait d'avoir lancé un script dans un script. Ça, tout le monde peut le faire, c'est pas un problème. Là où ça a vraiment été détecté par la solution, c'est que dans ce dernier script, on a lancé un PowerShell qui est venu du coup finalement télécharger un élément sur un repository dans un GitHub, donc sur Internet, qui finalement a présenté un exploit qui était connu de par sa signature. Et donc du coup, via le mécanisme de PP, bon là pour le coup, ça a carrément cassé le process et ça, normalement clear le fichier. Tout à l'heure, on a parlé justement des mitres, du mitre attaque. Là, justement, avec ce produit, donc de notre côté, donc toutes les solutions le font aussi sur le marché, on a récupéré un ID, donc le T1059. Donc si on va voir donc dans la section du mitre, le 1059, finalement, ça correspond à quoi? C'est une attaque de type command shell qui correspond à la tactique d'exécution. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, on voit très bien le cheminement de comment est passé le process d'attaque. Je vais regarder, donc du coup, on va en avoir plusieurs. Hein. Si vous avez des questions sur le cheminement ou sur comment fonctionne le mécanisme, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas forcément sur le mécanisme, mais un EPP ne bloque pas plus ça, par exemple. Non, parce qui va charger un fichier sur le net qui est connu. Non, parce que alors là, c'est le mécanisme. Enfin, pour le coup, c'est la combinaison EPP-EDR. C'est-à-dire que on a vu que le point final, ça reste l'EPP qui a fait le clear du process. Donc il y a une action automatique du produit antiviral, produit antivirus WeSecure. Par contre, si je prends du coup pour le cas, on en parlait tout à l'heure ce midi du Nmap par exemple, nous on a fait le test en interne. Une personne qui, mettons, a téléchargé dans un premier temps donc Nmap, a lancé via l'Explorer l'installation du produit et donc du coup a exécuté un scan. Donc nous on connaît un peu notre périmètre, on sait que cette personne est un administrateur réseau système, donc du coup c'est un faux positif. Comme j'expliquais tout ce midi, en fait, si c'est une personne de la comptabilité ou un service qui n'a rien à voir avec l'informatique, exécuter un Nmap, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que finalement, l'EDR nous a remonté l'alerte comme étant médium. Parce que voilà, ça peut être un faux positif ou non. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que donc là, on a le cheminement, mais on récupère encore une fois la corrélation avec le mitre. Donc finalement, ça correspond à une tactique de discovery scan. Et c'est bien finalement un rôle de scan de service network. Voilà. C'est parce que c'est médium que l'EDR ne bloque pas? Alors, par défaut, un EDR ne bloquera pas. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps, l'utilisation d'un EDR, parce que par défaut, normalement, un EDR ne bloque pas une activité. C'est-à-dire qu'on va créer une matrice, on va dire que voilà, typiquement, au bout de 15 jours, 3 semaines, la solution, c'est l'analyse comportementale du SI. Donc, on va se rendre compte que finalement, il y a des activités qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas. En fonction de ça, on va pouvoir créer des policies. Et ces policies vont venir bloquer automatiquement des attaques, des comportements. Voilà. Après, il y a des solutions sur le marché. Donc, WeSecure le fait. SentinelOne le fait aussi, parce qu'on est tous au courant qu'on n'est pas H24 7 jours sur 7 devant nos postes. Et le but quand même du jeu, au final, c'est d'essayer de limiter une attaque. Donc, sur des produits où on embarque la partie EPP en plus, généralement, on va avoir une action corrective quasiment immédiate où on peut isoler le poste ou alors on peut directement supprimer le process. Train le fait aussi, par exemple. On est capable de justement arrêter cette exécution. Mais la question est bonne. C'est vrai que, comme disait Anthony, la combinaison EPP-EDR est importante. Alors forcément, elle marche mieux quand elle est chez le même éditeur parce qu'ils communiquent mieux entre eux. Et le PP est capable d'arrêter un process ou d'isoler une machine parce que l'EDR a détecté ou va bloquer ou identifier pendant quelque chose. L'EDR, c'est vrai, va rarement bloquer. La seule façon où il peut bloquer, c'est quand justement il y a des alertes qui sont vraiment trop de sévérité critique. Et là, on peut prendre la décision de bloquer la machine. Et là, vraiment, il coupe tout le trafic réseau. Mais encore une fois, c'est fait grâce à la combinaison EPP-EDR.
l'EDR, pour de répondre encore une fois, excusez Cédric, c'est que, parce que la question que tu posais, son rôle, c'est vraiment de collecter et de comprendre les informations système qui se passent sur le poste. Là où l'antivirus, en effet, va plutôt comprendre l'exécutable, enfin pas comprendre l'exécutable, mais bloquer un exécutable qui serait connu comme malveillant, avec un peu des fois de machine learning et en effet bloquer certains comportements. Mais le DR à la base, son but n'est pas de bloquer, mais de collecter, comprendre, et en effet après lancer une action d'isolation, d'isolement pardon, si c'est nécessaire, mais surtout nous aider aussi ensuite dans la compréhension et l'investigation de manière à ce que ça se reproduise pas aussi. Donc c'est un outil encore une fois qui a à prendre avec du recul pour l'aspect sécurité, puisque ça va permettre ensuite justement d'appliquer des politiques de durcissement d'un système, des politiques de changement de mot de passe réguliers. Donc, encore une fois, voilà, on va prendre avec du recul pour l'utiliser à bon escient. C'est ça. Est-ce qu'on a aussi derrière une notion de programmation horaire, c'est-à-dire ce qui est légitime en pleine journée de travail, peut être bloqué en dehors, voire le week-end? Non, c'est du comportemental permanent maintenant. Okay. Et sur le DR, du coup, donc, de ce que je vois, vu que c'est basé sur des frameworks publics, oui. Concrètement, tous les EDR de tous les éditeurs se valent en termes de détection. Alors, après, ils ont chacun leur propre moteur comme de corrélation. Non. Alors, je veux pas une réponse commerciale. Il n'y a pas de question piège. En fait, typiquement, nous, dans le test qu'on a fait, là, pour être tout à fait transparent, il y a des solutions pour lesquelles les scans ont été coupés dès le départ. Pour nommer, je peux nommer. C'est-à-dire que c'est le PP, ça? Non, c'est l'EDR, c'est la brique EDR. Clairement, c'est l'EDR qui l'a bloqué. Un des meilleurs, hein, si je peux le citer, hein, de toute façon, nous, on l'a pas choisi parce que c'était pas en relation avec le rôle de MSP qu'on a aujourd'hui. C'était celui de Microsoft. Defender, clairement, ça a été celui qui était le plus pertinent sur le blocage, même sur l'analyse. Et sur l'automatisation. Voilà, et automatisation. Franchement, c'était le plus pertinent. Après, c'est vrai que bon, nous, on a fait des choix, voilà, mais clairement, c'était un des plus pertinents. Ouais. Et l'action en fait ou la détection et la pertinence de l'EDR, elle va quand même être liée ils ont chacun leur propre moteur de corrélation. Il faut quand même qu'ils sachent, les techniques elles existent, mais ça encore c'est ce qu'on appelle donc les TTP, c'est des tactiques techniques et des procédures, mais c'est formalisé. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des algorithmes derrière qui les comprennent, qui les identifient. Le framework, c'est que la matrice en fait. Voilà, exactement, c'est que la matrice. Donc derrière, il faut quand même qu'il y ait du développement et de l'intelligence artificielle pour les comprendre. Ça, c'est la première chose. Donc c'est qu'ils n'ont pas tous le même niveau de blocage déjà ou de détection. Et ensuite, il y en a même d'ailleurs pour le coup qu'on a aussi testé qui sont trop bloquants. C'est-à-dire qu'ils vont générer un nombre de faux positifs extrêmement important. Donc c'est toujours le sujet du curseur, où est-ce qu'on le met entre je laisse travailler les utilisateurs et j'augmente ma sécurité. Donc ça a fait partie justement aussi des critères de choix quand on a testé les 8 produits du marché qu'on avait identifiés. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, de toute façon, l'inquiétude, moi c'est ça, c'est toute la partie faux positif et charge que ça va représenter par rapport aux acteurs. Nous, quand on a mis en service la solution en interne, parce que ça était que Kaspersky et on a basculé il y a pas longtemps sur F-Secure, on a eu quand même une grosse phase d'analyse parce que forcément, en plus, on a des métiers où on travaille au quotidien avec des produits qui peuvent être bloqués en temps normal. Donc c'est ça l'intérêt, on va dire le jeu au début, c'est vraiment de faire une matrice de la population et de voir quels sont finalement comment on doit travailler au quotidien chaque personne pour essayer d'éliminer au maximum les faux positifs. Ça c'est le plus dur. Ça du coup il n'y a que vous qui pouvez le faire en interne. Alors non, parce que justement le but du jeu, parce que normalement en tant que, si je peux le dire, en tant qu'RSSI, on doit avoir quand même une connaissance des différentes communications avec les différents services. On parle plus de système informatique, on parle de système d'information, on va un peu plus loin, on essaie de comprendre comment travaillent les gens au quotidien. Donc ça, c'est nous en tant que prestataire de service, si je peux dire, au début, si on a juste le rôle d'intégrateur d'une solution, on va mettre en place la solution, puis après, voilà, on s'arrête là. Sauf que il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est un peu ce qui s'est passé chez nous.
Voilà. Donc, avec nous. Non, pas avec. J'ai demandé. T'as bien fait de poser la question parce que c'était sous-entendu, je croyais. J'ai eu très peur là. J'étais très là. J'allais crever, pas en mode PLS. Tout le monde est en train de se remettre attentif là. Voilà. Donc, non, ouais. Non, mais voilà. Après, c'est très complexe parce que même là, on parle de DR, mais même sur des solutions type mise en service, on peut en parler avec Cédric, même en mise en service de firewall. C'est en tant que prestataire, il faut vraiment avoir une vraie relation avec le système informatique, enfin les gens de la sécurité, pour comprendre comment communiquent les systèmes, enfin les services entre eux, quoi. C'est toujours très compliqué ça. Voilà. Non, mais ça sous-entend effectivement une grosse charge de travail. Au si on début. peut exploiter Au début, au début, il y a une grosse charge de travail. Si on va laisser tourner, il va Ouais. aller, il va Mais aller. en fait, sur le recul, c'est un peu l'inquiétude, c'est de dire on l'a payé, on l'a, mais finalement, on n'a pas eu le temps d'eux, et du coup, il y est, mais Pas le temps, après, on peut toujours reprendre ce En qu'il a fait, collecté. Mais du coup, il faut c'est investir pas faire de sur politique. il faut investir sur une durée d'un mois. Le temps J'ai noté. le temps C'est bon, d'implémentation, on en a 4. le temps filiale, de, c'est cool à porter pour la prestation. le temps justement aussi d'optimisation de notre côté, C'est pas suffisant. et puis d'intégration aussi au process qu'on a déjà, c'est-à-dire, on en parlait très très rapidement tout à l'heure, c'est l'identification d'une personne chez le client qui va être notre point d'entrée, l'interlocuteur unique, et puis nous aussi l'adaptation de nos process quand même aussi en interne parce qu'on est souple, de manière à comprendre aussi chaque client comment il se structure. Vous marchez tous de manière un petit peu différente et vous avez toutes des applications un peu différentes. Donc c'est ce partage de connaissances qui va prendre en effet à peu près un mois. Et ensuite, on rentre dans un cycle continu et là, qui est beaucoup moins gourmand en temps parce que les alertes, il y en aura moins logiquement si votre SI évolue pas drastiquement. Et puis nous, on est plus autonome pour gérer les alertes de niveau 1 déjà et ensuite niveau 2. Voilà. Bon, j'avais réfléchi une autre détection, justement, on retrouve bien l'exécution de PowerShell. Généralement, ça va souvent du PowerShell qui est utilisé. Faut pas se leurrer. C'est souvent par ce genre de script qu'on passe. Voilà, on retrouve bien l'exécution, celle des points exe, PowerShell, et puis après, voilà, on a différentes détections qui ont été faites. Là, l'usage d'un Mimikatz avec justement télécharger un Mimikatz via un PowerShell. Donc, on est capable de rejouer, de récupérer un script PowerShell qui a été utilisé par l'attaquant. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Nous, d'un point de vue, à Mimikatz, juste pour donner un peu à tout le monde, je sais pas quel est le niveau si tout le monde ceux qui nous écoutent, mais sur la partie Mimikatz, donc c'est un outil qui a été purement développé pour Windows et qui permet de collecter un certain nombre d'informations sensibles, dont la base de hash des mots de passe sur un Active Directory. Ou sur une base de compte locale. Et ça permet de rejouer aussi ce qu'on appelle des tickets Kerberos. Donc, c'est-à-dire sans forcément connaître le mot de passe, on peut refaire un rejeu de session vers un autre serveur pour pouvoir faire justement les fameux mouvements latéraux qu'évoquait tout à l'heure Anthony. Donc voilà, il y a plein de techniques aussi qui sont possibles liées à cet outil. Et celui-ci, on le retrouve tout le temps. Pour la petite histoire, c'est un Français d'ailleurs, ce développeur. Corico. C'est ça. Donc j'ai regardé dans le chat s'il y avait des questions, il n'y en avait pas visiblement, je ne sais pas s'il y en a. Il y en avait une, donc on nous parlait de l'EPP avec WatchGuard. J'ai pas trop saisi la question. On est là. Ouais. Si on est en dehors du scope là des mitre-attaques ID, il se passe quoi? Alors, ça doit exister ça. Oui. Alors en fait, le mitre, c'est un peu comme un Gartner finalement, c'est permettre de cartographier, enfin d'identifier des attaques finalement. Il y a des solutions qui n'ont pas le mitre, clairement. Ça fonctionne aussi bien. C'est juste que là, en fait, nous, en termes d'analyste, ça nous permet vraiment d'identifier. Et vu que c'est un but non lucratif, au moins, on n'est pas limité comme un Gartner où ça peut être financé par des entreprises. Et voilà. Donc, c'est le but du jeu. J'ai une question, parce que vous avez fait un choix, une préférence sur F-Secure, mais quelle sera votre offre si le client a une autre préférence?
Alors nous, le SOC manager, on le fait que avec WithSecure aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pris WithSecure, c'est que c'est quand même aussi un des rares EDR qui est compatible aussi avec d'autres EPP sur le poste. À l'inverse d'un Sentinel-One qui est un EPP plus EDR, à l'inverse d'un alors Sophos qui a son propre DR mais difficilement fonctionne difficilement avec un autre EPP déjà embarqué. Kaspersky, pour pas le nommer. Kaspersky, voilà, si en effet. Trend. Donc, Et Trend. Trend, c'est lié au produit, donc on peut pas prendre que le DR Trend et puis le jouer avec un autre EP. Voilà. Trend, c'est un produit. C'est une philosophie en fait chez cet éditeur-là qui est très bonne dans le sens où il veut avoir un positionnement sur un ensemble de composants différents du SI pour augmenter sa visibilité. Parce que ça enferme très souvent le client dans ce produit-là. Nous, en fait, c'est historique. C'est juste ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, vous avez parlé tout à l'heure de Vision One, etc. Donc là, en effet, c'est qu'il faut avoir la suite complète de Trend pour avoir la vue sur la partie endpoint et serveur, sur la vue mail potentiellement et sur la vue cloud. Et là, en effet, on a Vision One parce qu'on a positionné partout. Par contre, il faut avoir Trend partout. Donc, c'est pas forcément le choix qu'on fait d'être uni constructeur. C'est pas d'enfermer non plus nos clients là-dedans. WithSecure va être beaucoup plus ouvert et Anthony l'a justement évoqué tout à l'heure, c'est que on commence comme ça, mais justement au contraire, on n'exclut pas la possibilité d'ajouter demain dans notre SOC manager aussi un deuxième voire un troisième. Et après, en gros, d'un point de vue client, ça veut dire que si on a déjà un EPP et qu'on en est content, autant partir nativement sur la solution EDR de cet éditeur. Pas spécialement. Ça dépend de sa pertinence, là, encore une fois. Ouais. En fait, on va vous demander. Mais d'un côté aussi, comment vous le gérez console unique après aussi. Oui, alors. C'est vrai que même s'ils communiquent bien entre eux, si c'est pour une console qui alerte, une console qui fait, il faut que ce soit par le SOC ou même en interne. Ça va dépendre de la pertinence de l'outil actuel. C'est vrai qu'en ce moment, sur les demandes qu'on a chez les clients, souvent ils nous disent ouais, mais non, en fait, je suis pas très content de toute façon de mon antivirus. Du coup, je renouvelle pas, je prends la totalité. Il y avait une question de Mathieu qui demandait, en effet, je disais Anthony, je me pose la question, et les antivirus fournis par les firewalls comme WatchGuard, est-ce que ça fait ce genre de fonction en light? Alors oui, ça fait ce genre de fonction, pas d'ailleurs en light, puisqu'ils ont leur propre produit quand ils ont racheté Panda chez WatchGuard. C'est une solution, moi, après, à titre personnel, que je trouve plutôt intéressante. Après, on n'a pas forcément non plus en effet le choix de celle-ci. Peut-être parce qu'un peu moins mature du rachat de Panda. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs une solution d'avenir dans le sens où ils sont en train justement de développer des interactions, on en parlait avec justement le firewall et la visibilité maintenant sur l'endpoint avec l'ancien Panda. Ça permet de corréler un peu plus. Donc, et des clients qu'on a, on n'en a pas beaucoup tant que ça, mais des clients qui ont Panda, ils sont plutôt contents en effet de la solution. Alors, encore une fois, l'idée c'est pas forcément de mettre un outil en avant plus que les autres, c'est plutôt d'échanger justement sur les différentes possibilités. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'outil entre guillemets plus meilleur que les autres. C'est un ensemble de combinaisons et de moyens qu'on va mettre à différents niveaux du SI qui vont nous permettre d'être un peu plus en situation confortable sur la sécurité de notre SI. Mais voilà, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution. Celle-ci, il faut la prendre. C'est ça. Question philosophique. Quand on prend un Carbon Black, c'est pas la même philosophie qu'un Sentinel-One. Typiquement, un Carbon Black, c'est une grosse console EDR où, quand j'explique ce midi, c'est des requêtes SQL au quotidien. Donc, il faut vraiment une équipe d'analystes qui ne fait que ça. Alors qu'un Sentinel-One, finalement, c'est quand même assez autonome. Il y a le parti EPP en plus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau assez poussé, entre guillemets, sur l'analyse de log. C'est un peu l'avantage de cette solution aussi. Voilà. Je crois qu'on a beaucoup dépassé. Visiblement, il n'y a pas grand monde qui a dû nous laisser. Donc, tant mieux. Désolé si on a débordé sur le créneau prévu.
Ce que je vous propose, c'est, on est encore là 2 minutes si vous souhaitez poser encore d'autres questions et continuer à échanger. Et sinon, je vous remercie à tous, hein, ceux qui étaient en distanciel et ceux qui sont venus nous voir avec plaisir. Vous aurez d'ailleurs l'occasion aussi, je sais même plus du teasing, mais je crois que l'annonce est déjà passée, elle devait déjà être faite. D'ailleurs, au mois d'avril, début avril, à cause du Covid, ça a été décalé. Donc ceux qui n'ont pas vu nos nouveaux locaux, vous pouvez venir. Hein, tous les clients sont invités le 7 juillet, si je me trompe pas. Enfin, début juillet, j'ai plus la date exacte en tête. Mais pareil, vous avez reçu normalement une communication par mail. N'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus si vous voulez plus d'informations, quel que soit le sujet que ce soit, l'outil DR et la thématique d'aujourd'hui ou n'importe quel sujet autour de la sécurité. On est disponible pour échanger avec plaisir. Je pense que vous l'avez vu un peu, Anthony et moi, c'est des sujets qui nous passionnent. Donc, on est à fond dedans. C'est avec plaisir qu'on échange sur ces sujets-là.